Dernier de mes historiens d'art, donc maintenant, c'est Zéry, qui est mort il y a 10 ans seulement, donc, et qui a eu une carrière extrêmement brillante. Lui aussi était un personnage qui jouait volontiers aux stars, enfin qui était une vedette, et qui aimait beaucoup la télévision, et qui était extrêmement brillant, mais qui était un extraordinaire connaisseur. Alors maintenant, après ce très rapide et trop long histoire de certains des grands connaisseurs, on va essayer de voir quels sont les sauts dans l'espace, dans le temps, qu'ils ont eux-mêmes révélés par leurs attributions. Alors on part de l'idée que maintenant, l'artiste, enfin le connaisseur, donc, est dans son champ libre, et il fait des découvertes tout à fait étonnantes. On voit un exemple parmi d'autres, un mouvement. Alors, celui-ci dans l'espace, pas dans le temps. Le tableau à droite, très célèbre tableau de Vienne, a longtemps été attribué à Bruegel, ce qui était évidemment idiot, enfin c'était beaucoup trop tard. En revanche, autour de Van Eyck, jusqu'à ce que Otto Pecht, qui était un très grand connaisseur de manuscrits, surtout médiévaux, je fais une parenthèse pour dire que Otto Pecht avait même dit que le chœur d'Amour et Prix était non seulement écrit, mais peint par le roi René. On sait en effet que le roi René était peintre. Je ferme la parenthèse. Donc, un changement assez dramatique. Alors, changement également alors, là, de siècle. Là, on est vraiment encore plus fort dans les sauts. Ces deux fameux tableaux qui sont en haut, qui sont des fragments au musée, à la Pinacothèque nationale de Sienne, attribués partout et reproduits partout, comme Ambrogio Lorenzetti et parmi les premiers tableaux de paysages purs, si on peut dire. Et Zéry a eu l'idée de dire pas du tout, ça n'est pas ça, c'est Sacetta, beaucoup plus tard, un siècle plus tard, donc 1424-25, donc au moment où Sacetta faisait un grand retable pour la corporation de la laine, l'Arte della Lana, de Sienne, et dont la plupart des éléments l'après-d'elle existe, mais pas le panneau central. Et dans le panneau central, qui a disparu, on décrivait que la partie basse, c'était l'Eucharistie qui était représentée. Il y avait un grand paysage avec des fleuves, et avec un fleuve, et des châteaux, et une ville. Et de façon assez convaincante, Zéry a montré que c'était sans doute des fragments. En bas, c'est une reconstitution un peu amusante, si vous voulez, de ce que pouvait être l'ensemble du paysage avant qu'on le coupe en morceaux. Alors, autre chose qui c'est moins spectaculaire, et là, ce n'est pas un grand connaisseur, parce que c'est tellement évident, il y avait chez Cailleux, qui était un des grands marchands parisiens de l'après-guerre, d'avant-guerre et après-guerre, qui avait uniquement des tableaux du XVIIIe siècle, français ou italiens, Tiepolo, Chardin, etc., etc., et qui avait sous le nom de Fragonard le tableau qui est à droite et que nous sommes empressés d'acheter pour le Louvre, sachant que c'était un tableau qui était un siècle plus vieux, donc qui était de Claude Vignon, le peintre caravagesque qui a été à Rome, enfin qui était bien connu. Donc, et on comprend en voyant les deux qu'on ait pu se tromper. Parfaitement agréable à mener. On s'envoie entre spécialistes de tel ou tel artiste, on s'envoie les petits morceaux. Maintenant, grâce aux emails, c'est formidable, on a les petits clichés tout de suite, en disant est-ce que tu crois que c'est un petit morceau de tel retable ou de tel polyptyque. Et alors, je vous en montre quelques exemples rapidement. Celui-ci, c'est un exemple un peu historique, parce que c'est la première fois vraiment qu'on le fait physiquement. Là, j'ai rajouté la couleur simplement sur l'image de Longhi pour être plus compréhensible, où Longhi avait, quand il a fait ses travaux sur le Ferrare, le fameux Officina Ferrarese, qui est de 35 ou 36, j'ai oublié, a recomposé complètement le retable Grifoni, qui était fait pour la famille Grifoni, pour l'église San Petronio à Bologne. On connaissait les trois tableaux. Ça, c'est un tableau qui est à Londres. Les deux de chaque côté sont à la Brera. Le reste était inconnu. Enfin, inconnu. On les connaissait, mais on ne savait pas qu'ils appartenaient au même retable. Alors, pour conclure, c'est difficile de conclure, j'ai déjà été trop long. Simplement, la conclusion, est une conclusion, si vous voulez, de tolérance. En France et aux États-Unis, on considère que l'attribution s'est dépassée. On sait tout maintenant,
Maintenant, il faut discuter vraiment sur ce qu'a voulu l'artiste, sa place dans la société, sa psychologie, grâce à la psychanalyse, sa fonction sociale et historique grâce au structuralisme, etc., etc. Bon, c'est bien, il faut le faire, et ce type d'interprétation est nécessaire maintenant, effectivement. Souvent, ça donne lieu à, évidemment, des interprétations un petit peu bouffonnes, mais enfin, passons. Et donc ce groupe d'historiens d'art, qui sont en général d'ailleurs des universitaires, que je respecte, hein, je ne critique pas du tout, méprisent complètement le travail du connaisseur, du conservateur et du connaisseur en général, en estimant que c'est au mieux du positivisme. Et je trouve vraiment qu'il faut que, absolument, les deux puissent exister en même temps. Je crois que vraiment, je plaide pour ça en France, que les deux façons de faire l'histoire de l'art, et l'un qui est plutôt la façon dont les conservateurs le pratiquent, et l'autre plutôt, disons, les universitaires, je simplifie excessivement, peuvent absolument cohabiter, s'enrichir l'un l'autre, coïncider, se compléter, et qu'il ne faut absolument pas de cette... Vraiment, en France, c'est grave, hein, c'est pas du tout une plaisanterie. Il y a des articles à ce sujet, donc, et des colloques qui disent « attributionnisme, c'est fini, on n'en veut plus ». Alors moi, je dis toujours, le mot « attributionnite », un petit air de maladie, enfin, on peut avoir une attributionnite comme on a une bronchite. Bon, eh ben, simplement, je dis aux conservateurs, si c'est une maladie, j'espère qu'elle sera vraiment contagieuse. Bon, alors, deuxième point,